Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et aussi chers auditeurs parce que l'émission va passer aussi à la radio, je vous salue partout où vous vous trouverez. Merci de nous avoir fait confiance parce que vous êtes encore avec nous dans le cadre de cette émission plateau spécial. Comme annoncé que nous nous retrouvons souvent lorsqu'il y a un événement spécial. Et comme vous l'avez suivi à travers le média, c'était le dimanche 5 septembre dernier, vous avez suivi qu'il y a eu un coup d'État militaire en Guinée. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé pour vous ce soir le spécialiste. J'ai un internationaliste, celui qui a fait les relations internationales. Nous avons un sociologue, nous avons aussi un historien. Avec ces trois personnes, nous allons essayer de comprendre la situation de Guinée. Nous allons analyser les faits. Quelles sont les causes? Pourquoi on est arrivé à cette situation? Nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences. Et nous allons nous poser la question de savoir, avec tout ça, quel avenir pour l'Afrique? Et pour parler ou pour réfléchir ensemble ce soir, j'ai sur ce plateau trois invités. Face à moi, vous avez Monsieur Sanza Lomande Edgar, qui est rédacteur chez nous ici à Ma Bannière Télévision. Mais lui, il est sociologue de formation, il est chercheur et il est enseignant dans plusieurs universités qui sont ici dans la ville de Matadi. Bonsoir Edgar. Bonsoir M. Chamboui, bonsoir aux téléspectateurs, aux auditeurs et merci de nous suivre. C'est vraiment une opportunité pour nous de débattre aussi avec les amis qui sont avec nous, comme un adage africain qui dit, lorsque vous voulez manger à satiété, vous devez faire appel aux convives. Et je remercie les convives qui sont autour de la table pour débattre de la situation de l'Afrique. Vous aimez beaucoup les adages, hein? Vraiment, c'est... À chaque émission, vous ne parlez jamais sans l'adage. C'est ma nourriture. C'est votre nourriture. Merci. Et tout juste à côté d'Edgar, à sa droite, vous avez Monsieur Simon Siloulou, très connu dans cette ville de Matadi, avec la casquette de porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants. Mais Simon Siloulou a l'autre casquette que les gens ne savent pas souvent. Il est historien de formation. Lolo, bonsoir. Oui, bonsoir DP et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et nous ne manquons pas de saluer aussi des gens qui nous suivent en prison parce que Ma Bannière est suivie en prison. Donc nous les saluons et suivis aussi en prison. Donc c'est important. Donc nous sommes là pour essayer de voir un peu les faits rétroactifs et les faits actifs aussi, peut-être voir les conséquences que cela pouvait aider. J'étais très content de participer à cette émission en tant qu'historien de formation. L'historien qui a pensé même aux prisonniers. Oui. Vous les aimez bien? Oui, parce que c'est là où nous allons arriver. Ok, merci. Avec l'IGF? Non, avec le coup d'État. Avec le coup d'État. Ok. Tout juste à la droite de M. Simon Siloulou, nous avons M. Yannick Nsabou. Yannick Nsabou, il est licencié en relations internationales, il est assistant à l'ILIMAT et il enseigne aussi dans plusieurs universités qui sont dans la ville de Matadi. Bonsoir Yannick. Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs, chers internautes. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et bonjour encore à mes co-débatteurs à qui nous allons débattre du sujet actuel qui nous intéresse. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous voici. Nous allons parler, comme j'ai dit, de ce qui se passe en Guinée. Je commence avec monsieur les sociologues, monsieur Edgar. Le dimanche 5 septembre, dans la matinée, je crois que nous avons suivi à travers les médias des informations parfois presque contradictoires. Tantôt telle chaîne, tantôt telle radio qui dit ceci, qui dit cela. Et comment vous avez vécu la situation qui s'est passée à Conakry le dimanche 5 septembre? Voilà, je vous remercie d'abord pour la question. Conakry, Kinshasa, Brazzaville, Dakar et j'en passe.
font partie des membres d'un grand corps qu'on appelle Afrique. Lorsqu'un des membres est touché, en tant qu'autre membre, vous pouvez toujours être dans les mois. Donc, à attendre l'information de ce soir-là, j'étais très attristé personnellement parce que je vois le futur de notre continent va de mal en pire. Parce qu'il peut y avoir une sérénité pour 2 ou 3 mois ou une année. Et après quelques jours, vous allez voir qu'il y a encore une retournée des situations. Mais qu'à cela ne tienne, et la vie est faite comme ça. Il y a des hauts et les bas. Mais ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est la façon dont le président a été évincé. Je parle de Alpha Condé, et personne ne s'attendait à cette éviction-là. Mais les analystes disaient déjà que c'était déjà mal parti à l'ancien président, qui avait déjà franchi la ligne rouge. C'est-à-dire le 3e mandat que beaucoup de Guinéens... C'est que vous n'étiez pas surpris le dimanche lorsqu'on a commencé, lorsqu'on a annoncé qu'il y a coup d'État. Le coup d'État était en cours d'être exécuté. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prépare le coup, on ne sait pas, mais surpris par rapport à la situation. Mais lorsque quelqu'un prépare, on ne sait pas. C'était la marmite qui est en train de bouillonner. Mais avoir cette information-là, nous étions dans les mois parce que ce n'est pas seulement Alpha Condé qui part, mais c'est aussi une population aussi qui reprend encore la vie, et ainsi de suite. On va encore réorganiser les choses et c'est la population qui en pâtisse. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais dans les mois, parce que ce ne sont pas seulement les dirigeants que nous voyons, mais voyons aussi la grande population qui est vraiment dans la souffrance aujourd'hui en Afrique. Ok, merci. Simon Tselolo, vous êtes historien. Dimanche 5 septembre, vers 11h, enfin, on apprend qu'en Guinée-Conakry, voilà ce qui se passe. Comment vous avez appris ça? Oui, le coup d'État, j'aurais aimé, mais lorsque j'ai appris que c'est un militaire qui a fait ça, pour l'Afrique, c'est un recul. C'est vraiment un recul. Quand bien même Alpha Condé aurait commis une erreur ou une imprudence politique de pouvoir s'attribuer un 3e mandat. Mais cela ne vaudrait pas pour l'Afrique de demain que un coup d'État militaire soit fait et que les militaires reprennent le pouvoir. C'est un recul parce que nous connaissons la gestion d'un État par les militaires. D'emblée, le dimanche, lorsque vous avez appris qu'il y a coup d'État en Guinée, quelle était votre réaction? Oui, la réaction, c'était de chercher des indicateurs, veut dire qui l'ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Le pourquoi j'ai eu la réponse après, que c'était parce que Alpha Condé aurait il s'aurait donné un 3e mandat. Donc il a modifié la constitution à son propre vouloir. Donc ce n'était pas la demande du peuple, mais la demande par son propre vouloir. Il a modifié et le général... Est-ce qu'un président peut changer comme ça, à part sa propre volonté? Il y a une procédure. Est-ce qu'il n'y a pas de juristes, il n'y a pas de gens là-bas? Mais s'il y avait une procédure qui était suivie, ça serait pour l'intérêt communautaire et la communauté saurait retrouver dans ce qu'aurait fait Alpha Condé. Mais si on voit après le coup d'État, vous avez vu comment la population commençait à saluer les... Ok, on va arriver à là. On va arriver à cette étape-là. Yannick, l'assaut des militaires vers la résidence de Alpha Condé, et c'était le dimanche. Comment vous avez appris ça? Oui, les sentiments sont partagés. Déjà, on sait comment la scène politique guinéenne évolue. Donc, pour moi, ce n'est pas un étonnement. C'est juste quelque chose qui s'est fait déjà en Guinée-Conakry. Ils sont habitués à ça. Il y a eu des coups d'État, donc je ne me suis pas étonné d'un côté. Mais de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est l'imprévisibilité de l'acte qui m'a un peu étonné, puisque je n'ai pas cru ou je n'ai pas espéré qu'on pourrait
constater tel phénomène ou tel acte en ce net moment, puisque vous savez, lorsque M. Alpha Condé a eu le pouvoir, on a cru qu'il va instaurer la démocratie, puisqu'on l'a même appelé le Nelson Mandela guinéen. Donc, puisqu'il est venu avec une nouvelle ère de la démocratie. Mais après, tenant compte de tout ce que mes co-débatteurs ont dit, après, il a changé de casque, il a changé de vision, et ça a créé toutes ces histoires-là. Donc, pour moi, les sentiments sont partagés. Vu la scène politique guinéenne, comment ça évolue depuis le début, ce n'est pas un étonnement, mais tenant compte de la manière dont Alpha Condé a pris le pouvoir et l'espoir qu'il a donné au peuple guinéen, on a cru que la démocratie serait établie pour une durée vraiment indéterminée. Mais voilà. Donc vous dites que vous avez les sentiments partagés. Tout d'abord, vous n'étiez pas surpris parce qu'en Guinée, il y a souvent des coups d'État. Et par après, vous avez dit l'imprévisibilité de l'acte tel que c'est arrivé. Bon, mais comment aussi comprendre, là je me retourne vers Edgar, de 8h à 14h, tout est fini. Donc, l'armée guinéenne, la garde présidentielle était où? Comment comprendre qu'une unité quelconque arrive, agit et neutralise tout le monde? Est-ce que... Voilà, on peut passer par la méthode comparative, ce qui s'est passé aussi en Afghanistan. On s'est dit ici, sur ces plateaux ici, mais comment les talibans ont vite entré comme ça sans résistance? Vous savez que quand un groupe est en train de mener une action en secret, c'est difficile d'avoir de prudence, ou bien si vous êtes un peu distrait, vous allez voir que ça va aller vite comme de l'air. Et la situation de la Guinée était une situation déjà préparée, parce que si vous suivez d'autres informations similaires, vous allez voir que on disait même que le messie en question, c'est-à-dire l'actuel dirigeant, homme fort de la Guinée, colonel Mamadi. Mamadi, oui. Il était déjà soupçonné tout autour de la présidence guinéenne avant que Alpha Condé soit évincé. Il était déjà soupçonné qu'un jour, ce monsieur-ci peut faire volte-face. Donc, dire être surpris... Déjà soupçonné et ils sont restés comme ça. Mais oui, quand on parle des attentats du 11 septembre aux États-Unis, mais le président Bush, à l'époque, il avait déjà quelques informations. Mais bon, il a dit, bon, on va voir. Donc, c'est-à-dire, ce sont des informations qu'on voulait d'abord tamiser pour avoir le cœur net que la situation est bonne ou mauvaise. Et en Afrique, souvent, les renversements des pouvoirs s'effacent souvent de façon brutale. Et de cette façon-là, vous allez voir que beaucoup de chefs d'État rentrent main bredouille et sont exilés ainsi de suite parce qu'ils ne se préparent pas. La préparation est plus militaire et stratégique. Même si le président, parce qu'on nous dit que l'armée, là, les groupes spéciaux là, guinéens, c'est lui-même le président de la République qui a donné mandat pour que ça puisse nous garantir la sécurité. Donc moi, je crois que... Donc c'est lui-même qui a créé ces groupes. Oui. Donc ça dit, Alpha Condé s'est tapé une balle dans son pied. C'est-à-dire, les mêmes groupes que lui-même a formés. Et après quelques temps, il s'est retourné contre lui. Donc il faut maintenant se poser la question philosophiquement parlant. Mais pourquoi cette situation s'est faite de telle façon? Pourquoi d'engagement? Simon Tirolo, pourquoi cette situation s'est faite de cette façon? Oui, la situation est faite de fait. L'histoire nous rappelle toujours des choses parce que ici, il n'y a rien d'imprévisibilité dans tout ce qui a été fait. Tout était déjà imaginé et les dessins étaient déjà là. Même la photo de ce qui devrait se faire était déjà là. Parce que souvenez-vous, il y a l'Afrique coloniale où nous avons été colonisés par les Blancs et ils ont imposé leur pouvoir. Après là, nous avons eu les indépendances. Or, pendant les indépendances, les Blancs ont changé de jeu, ils ont commencé avec le néocolonialisme. Et après le néocolonialisme, quand il y a eu fissure des murs de Berlin, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle actuellement la démocratie et la démocratisation du monde. Et le monde était maintenant, l'Afrique devrait adapter à ça. Parce que l'Occident, dans tout ce qu'il fait, s'il n'y a pas son intérêt, il vous laisse libre.
mais s'il y a son intérêt, il se met. Mais ici, l'Occident s'est fait prendre par un piège. Le piège, c'est quoi? C'est que en voulant démocratiser l'Afrique, nous aurons le même comportement que il y a des élites qui vont devoir se former et se revêtir de cet esprit démocratique. Et ce qui va signifier que si nous devenons à la hauteur de ce qu'ils sont, parce que nous finirons par y arriver, dès que si nous atteignons ce point, nous devenons comme eux. Or, l'Afrique, c'est le continent potentiellement de richesse. Si jamais l'Africain atteignait le niveau de la démocratie, de la compréhension de la liberté à leur niveau, nous serons plus forts et plus grands que dans quelques temps. Parce que je crois, à la fin de l'émission, on va faire certains détails. Et de ce fait-là, l'homme blanc, lorsqu'il trouve que, vous voyez comment ils ont utilisé Alpha Condé, soutenu par les Américains, et le colonel Mamadi, également soutenu par les mêmes Américains. Donc on vous met dans une diversion pour que vous ne sachiez pas qu'est-ce qui se fomente en bas. Parce que maintenant, la démocratie, c'est... c'est-à-dire que vous avez un droit accusateur à l'étranger. Non, veut dire, non, ce n'est pas accusateur, mais ce sont des faits qui se réalisent aujourd'hui. Mais ces faits-là, parce qu'il y a eu un coup d'État. On a vu qu'il y a eu un colonel guinéen qui s'est attaqué à son président. Oui. Mais vous, dans votre analyse, vous pensez déjà que ça doit avoir une main qui est même noire, une main visible de l'Occident. Une main visible de l'Occident sur le continent africain. Pourquoi je dis ça? Parce que le régime de coup d'État avec les militaires ne nous a rien apporté en Afrique. Vous vous rappellerez qu'aux années de l'indépendance, c'était des civils qui étaient au pouvoir. Mais ces civils, ils sont faits facilement évincés par des militaires, puisque à l'époque, la force publique, c'est elle qui avait combattu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est à elle qu'on avait fait des promesses par les colons. Les colons donnaient des promesses, vous devenez. Et ce rage-là, quand ils ont vu les civils au pouvoir, l'Afrique a commencé à radier tous ces civils. Et c'était des régimes de militaires maintenant. Chez nous, ici, il y avait Ouazabanga qui avait pris le pouvoir. Au Congo-Brazza, Massamba Deba a été évincé. Il y a Sassou, colonel Sassou qui a pris... Et vous voyez, les militaires, quand vous voyez ces militaires, vous verrez le nombre d'années qu'ils ont fait. Et pendant tous ces temps, ils étaient de bons élèves de l'Occident. Tout militaire qui était au pouvoir rendait compte aux Occidents. Et au fur et à mesure qu'on a progressé avec l'unilatéralisme du monde, donc la démocratie, nous tous, nous devons vivre. Nous formons un peuple, vous voyez le terme mondialisation, donc le monde devient un village. Et le plus fort gagnerait. Or, en poussant la démocratie en Afrique, c'est que l'Afrique a toutes les potentialités de devenir plus grande que le vieil continent. Alors, il faut commencer. Il n'y a pas longtemps, vous parlez de Mali ici. Il n'y a pas longtemps, vous avez vécu ça, coup d'État militaire. Un militaire au pouvoir paralyse toutes les institutions. Parce que pour un militaire, le mandat n'existe pas. N'ose pas aller lui parler du mandat. Liberté d'expression. Chez un militaire, n'osez pas les droits de l'homme. Parce que même si Alpha Condé aurait commis cette bêtise, mais je crois que la solution des coups d'État militaires va reculer l'Afrique. Ok, merci. Vous, Yannick, vous avez suivi, c'était un historien qui parle, et nous comprenons qu'il est en train de creuser un peu, voilà, il est en train de nous donner les cours. Bon, maintenant, quelle lecture vous faites par rapport à ce qu'il vient de dire? Est-ce que vraiment, ce qui est arrivé aujourd'hui en Guinée, il y a une main, comme lui dit là, une main de l'Occident, des choses comme ça? Tout à vous, fait. en tant qu'internationaliste. Tout à fait, il y a une main, mais les contextes ont maintenant changé, puisque nous, en relations internationales, on dit les faits et phénomènes sociaux sur la scène internationale sont dynamiques et évolutifs. Donc, il y a toujours une seule main qui a toujours été, mon aîné a parlé de la période coloniale, la période post-coloniale, surtout après les indépendances. Vous savez, il y a eu des clivages. Il y a eu les communistes et les capitalistes. Et
la plupart des États qui sont devenus indépendants en Afrique ils sont allés beaucoup plus, ils ont embrassé le communisme, ok? C'est ainsi, les capitalistes ayant été forts, ils ont voulu, disons, retourner la situation, c'est-à-dire chercher beaucoup plus des acolytes pour qu'ils puissent quitter les camps communistes pour les camps capitalistes. Et je vais vous donner maintenant les faits. Par exemple, au Burkina Faso, nous avons vu comment le coup d'État s'est réalisé. Thomas Sankara, qui était un communiste, il a été invincé par un colonel, son ami intime, qui était Blaise Compaoré. Vous voyez déjà que le colonel qui a fait le coup d'État, c'est l'un des piliers du sillage, de l'entourage du président de la République. Ici, en RDC, nous savons, avec Lumumba fit d'obédience communiste. Mais il a été directement mis hors d'état de nuire par qui? Par un général des forces armées qui était Mobutu. Mobutu qui était de l'obédience capitaliste. Donc, on utilise toujours les gens qui sont du sillage pour inverser celui qui n'est pas de leur obédience. Ça a été une époque de clivage idéologique, l'Est-Ouest, qu'on appelait communément la guerre froide. C'est-à-dire il y avait les capitalistes et les communistes. Aujourd'hui, on ne vit plus cette époque-là de guerre idéologique. On a maintenant une guerre chaude, une guerre biogénétique, une guerre économique. Entre pas l'Est et l'Ouest, mais une guerre entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, le Nord va imposer les normes économiques aux États du Sud. D'où il faut maintenant avoir des partenaires pour collaborer avec aux États du Sud. S'ils ont en face de lui un partenaire à qui ils ne partagent pas les mêmes idées, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chercheront à l'écarter. Et c'est ce qui se passe. Mais la méthodologie, la manière de faire est la même. La manière dont on a écarté les dirigeants communistes en Afrique est la même manière qu'on écarte maintenant aujourd'hui les dirigeants qui n'adhèrent pas aux idéologies, qui n'adhèrent pas aux normes, qui n'adhèrent pas aux exigences des Occidentaux. Moi, je ne parle pas des États-Unis d'Amérique, mais je parle des Occidentaux. Les États-Unis d'Amérique inclus. Okay? C'est ainsi, je dis, tenant compte de l'histoire, l'historien là, tenant compte de l'histoire, la manière dont les coups d'État se sont faits à l'époque et la manière dont ça s'est réalisé aujourd'hui, ça se voit que c'est la même main noire qui est en train d'opérer. Donc la modalité est la même. Ok, la même main noire qui est en train de faire quelque chose, mais dis-moi, la main là n'arrive pas comme ça. Il n'y a pas eu de raison. Parce que lorsque Mamadi a pris le pouvoir, il a pris la parole. Il a parlé. Et curieusement, nous avons vu que la population, je crois qu'on peut même nous montrer les images, on a vu la population en liesse. Hein? C'est qu'il y avait un malaise créé par quelqu'un qui était le leur, mais il y a quelques problèmes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas au hasard que ça s'est fait. Non. Là, je pose cette question à monsieur les sociologues. Merci. Nous, en sociologie, nous disons que les faits et phénomènes sociaux sont totaux et globaux. C'est le cas particulier de la Guinée. Mais d'une manière générale, comme vous venez de dire, c'est une situation globale. En Afrique, la plupart des chefs d'État qui ont accédé au pouvoir après les indépendances étaient des militaires. Tchad, Congo, Brazza, ainsi de suite. Raison pour laquelle nous disons que la situation de la Guinée doit être prise avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que si la Guinée aujourd'hui connaît l'instabilité, la Guinée a 6 voisins, il y aura des difficultés aussi pour les autres pays d'émerger du point de vue démocratique, du point de vue politique. Parce que les effets vont aller de ces coins à gauche et à droite. Je fais un petit rappel. Après les indépendances, là c'est pour nos étudiants, après les indépendances, il y avait un seul pays en Afrique noir qui avait accédé à l'indépendance, c'était les Ghana. Mais là, c'était une colonie anglaise. Mais dans les colonies françaises, c'était la Guinée de Sékou Touré en 1958. Cela montrait que la Guinée n'était pas un pays qu'on peut jouer de gauche à droite. C'est-à-dire que la Guinée a inspiré d'autres pays comme la RDC, comme les Gabon, ainsi de suite, pour accéder aussi aux indépendances en 1960. Cela veut dire que la Guinée aujourd'hui perd sa place qu'on pouvait lui donner par rapport à l'histoire. Et je reviens encore du point de vue culturel. Aujourd'hui, il y a aussi des disparités culturelles dans tous les pays que nous avons. Vous allez voir que tel président est de telle province. Nous voulons aussi que
l'année prochaine ou bien les années prochaines que celui puisse être là. Amadi, du point de vue ethnique, c'est un Malinké. Malinké, c'est parmi l'une des tribus que la Guinée a, plus de 24 tribus. C'est la tribu aussi du président de la République? Non, lui, il est Soussou. Oui. Ça va? Lui, donc, ils ont des tribus différentes. Voilà un peu la disparité. Oui. Donc, du point de vue culturel, ce sont des gens aussi qui veulent aussi marquer les pas dans l'histoire politique de leur pays. Et on nous dit encore du point de vue culturel que les Malinké ont une origine, l'origine de qui? De Soundiata Keïta. Si vous avez des souvenances sur l'histoire en 4e, 5e de Soundiata Keïta, c'était des grands révolutionnaires qui voulaient aussi marquer leur pas pour que une partie de leur tribu aussi puisse être représentée. C'est pour cela que moi je le dis souvent, lorsque vous êtes dans une société ou bien dans un pays, il faut faire de sorte que toutes les populations ou tout le peuple puisse aussi s'y retrouver. Sinon, ça sera toujours des guerres et des guerres. Je reviens aussi à l'histoire du sud du Soudan. Là-bas aussi, c'est la même chose. C'était des tribus qui ne se retrouvaient pas sur la scène politique et économique. Là, je passe. Je reviens maintenant chez notre colonel, les lieutenants. Je crois que, en tant que sociologue, je crois son pouvoir ne fera pas long fait. Parce qu'on nous a montré qu'en Guinée, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Dadis Camara. Il avait aussi pris le pouvoir par les armes. Mais on se souvient de l'année 2009 où il y avait les massacres. Parce qu'un militaire ne raisonne pas comme un politicien. Lui, il a des instincts militaires. Aujourd'hui, il montre un visage de libérer les prisonniers. Mais on ne sait pas ce qui est dans son intérieur. Mais comment expliquer? Vous dites, ça c'était militaire, ceci, cela. Mais on a vu la population qui accepte, qui adhère à sa façon de faire. Vous avez dit la population. La population n'a pas d'état d'âme. La masse n'a pas d'état d'âme. Aujourd'hui, la population peut se réjouir même pour un dictateur. Il peut aussi se réjouir pour quelqu'un qui est sanguinaire. Mais dans les faits, nous savons que là où les torchons a brûlé, c'est la ligne rouge que le monsieur avait franchie, c'est-à-dire le 3e mandat. Aujourd'hui, en Afrique, nous, en RDC, on a évité ça. On a évité ça. Ça a donné la leçon pour beaucoup de pays. Et heureusement que la situation pareille, c'est une occasion pour d'autres États de se mettre maintenant en ligne droite, de savoir que le peuple, on ne joue pas avec lui. Parce que le peuple est comme un lion qui dort. Mais le jour où le peuple va se réveiller, je crois même la personne là qui est dictateur va laisser sa peau ou bien va fuir. Oui, mais Sentilolo, nous comprenons ce que notre ami dit, mais vous comprenez, malgré vous, vous avez pensé plus qu'il y a une main de l'Occident qui serait derrière le lieutenant-colonel Mamadi, mais lorsque Alpha Condé instrumentalisait la justice, lorsque il a torpillé la Constitution, lorsqu'il a mis les amis en prison, lorsque il y a eu quand même tout un tas de faits que le président a posés et qui faisaient qu'il n'était plus en harmonie avec son peuple. Oui, merci beaucoup pour cette question. Mais je voulais d'abord dire que la population, surtout les populations africaines, ou la population africaine est ce qu'elle est. Vous verrez que l'arrivée de tout nouveau homme politique, quel que soit ce qu'il peut représenter comme défaillance, s'il est nouveau, on applaudit toujours. Vous avez vu dans notre province, il y a des gens qui étaient partis chercher Jacques Mbadou à l'aéroport, plein. Mais à la fin de Jacques Mbadou, vous avez compris, et même le gouverneur honoraire qui est parti, quand il est arrivé, une masse, mais à la fin, même l'intérimaire, hier, il y avait une masse, mais à la fin, c'est quoi? Donc, c'est tout à fait un esprit de la population, parce que certains, ils font l'allégeance pour se faire
pour se positionner par rapport au nouveau chef. Mais ce que je Mais non, ceux qui peuvent se positionner, ce sont les cadres, ce sont les gens qui sont dans la masse. Qu'est-ce que la masse a à faire avec le chef de l'État, avec un gouverneur, tout ça? Non, la masse telle que vous le voyez dans sa petitesse, ils espèrent toujours. Même quand vous voyez ces Chambouis, ils espèrent l'amélioration de leurs conditions de vie. Oui, mais quand veut dire, il y a un fait individuel. Les gens savent que si je pars là-bas, on va me donner. C'est pourquoi les appellations, les adjectifs peuvent changer sur les champs. Vous partez de la bon, très bon, non, bien, tout ça d'esprit possible, des mots pau. Tout ça, ce sont des mots qu'il faut. Et je vois même ce qui est mal aussi parfois, les journalistes entrent aussi en danse, alors que vous non, pas les journalistes. Non, certains. Non, certains. Non, est-ce que non? Un journaliste, non. Mais c'est Chambouis. Ici, nous sommes en direct. Non, il y a une évidence partout. Il y a des aigris, il y a des moutons partout. Je n'ai pas dit tous les journalistes, j'ai dit certains. Il y a toujours des aigris qui se comportent comme ça. Mais parce que nous savons, les journalistes, c'est la sentinelle, qui sonne de part et d'autre quand ça va pas. Mais je rentre ici. Vous voyez le comportement, les Ghana. Ghana ou Ghanata était d'abord le nom de l'Empire avant qu'il ne devienne le nom des rois. Et tout ce que vous voyez, Mali était une province dans ces grands empires. Le Sénégal, donc tous les Ouest africains-là, ils sortent d'un même ventre. Mais vous voyez avec la division de l'Afrique et tout ça, on nous a séparés avec les inséparables, on nous a liés avec des inliables. Donc on dit quelqu'un qui est à Noki ici, nous avons presque les mêmes villages, on dit non, ce n'est pas ton frère c'est quelqu'un qui est à Aru, plus loin là-bas. Et on dit à celui qui est à Aru, celui qui est à côté du Rwanda, on dit non, toi, son frère, ce n'est pas celui-ci. Ton frère, c'est quelqu'un qui est à Matadi là-bas. Il faut prendre des avions, des motos pour arriver. On nous a séparés. Et c'est là où nous avons eu maintenant des frontières artificielles. Et nos royaumes et les empires vont céder la place aux pays et tout ce que nous voyons. Mais pour le cas ici de Guinée-Conakry, moi, je crains une chose. La chose, c'est quoi? C'est comme si l'Occident veut réarmer les militaires au pouvoir. Donc, comme si nous voulons rentrer vers les années 60. Mais c'est l'Occident qui se bat tous les jours ici pour la démocratie. Oui. Et parmi les conditions qu'on pose même pour avoir des relations avec les pays. Le problème, c'est quoi? On pose, il faut la démocratie. Les gens se rendent le respect des normes. Parce que vous savez, nous avons été bloqués par des pouvoirs militaires de 60 jusqu'après les années 80. C'est vers les années après chute d'Amir de Berlin que les choses ont commencé à changer, et surtout avec le perestroïka, Mikhail Gorbatchev qui est venu, qui a scindé tout ce qui était en URSS, la puissance conquérante des États-Unis a été effritée, qui était l'URSS. C'est comme lui l'a dit, parce qu'il y avait un groupe gagnant. C'était les puissances de l'Axe. Les puissances de l'Axe étaient composées des États-Unis, l'Angleterre... La France non. États-Unis, l'Angleterre et l'URSS. Il y avait Churchill pour l'Angleterre, il y avait Staline pour l'URSS, Churchill pour l'Angleterre, Roosevelt et Franklin pour les États-Unis. Ils ont formé une puissance d'axe. D'ailleurs, ils ont fait les accords qu'on appelle accords atlantiques, que personne ne peut aller dominer un État, tout ça, tout État doit disposer de lui-même. Ils ont pris tout ça. Et c'est comme ça. Les puissances du centre, il y avait l'Allemagne avec l'autre ici, Adolf à la tête, et puis il y avait Adolf Hitler, et il y avait l'Italie et le Japon, qui ont formé un autre quoi. Et puis, maintenant, quand les puissances d'Axe a gagné, là où il y a les États-Unis, ils sont restés seuls au monde. L'URSS a été effritée. Les trois pays devraient faire une guerre contre le pan-germanisme, donc une conquête. Il faut chercher des terres où vous aurez des minerais et de l'or. C'est ça, aujourd'hui, les problèmes de l'Afrique.
Parce qu'il fallait chaque État d'Europe, de quoi devait chercher l'espace en Afrique pour se faire de l'or, des diamants, des caoutchoucs, ainsi de Donc, suite. tu soupçonnes l'Occident. Oui. Alors maintenant, je je voulais arriver là où je suis. Et de tout ça, quand ils ont conquis les territoires, ils étaient maintenant maîtres de ces territoires. Et on a commencé à lutter avec, après les indépendances, il y avait des civils qui ont pris le pouvoir. Mais ces civils, il y en a qui ont fait 3 mois, il y en a qui ont fait 6 mois. Les militaires qui s'étaient bâtis lors, qu'on appelait force publique, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient déjà beaucoup de mauvaises pensées. Presque ce sont ces militaires qui ont neutralisé tous les chefs d'État civils africains. Et cette période, après ces civils, immédiatement après les indépendances, après ces civils, il y a eu maintenant la vague de militaires au pouvoir. Et c'est pourquoi vous entendez... Parler Alpha Condé. Maintenant, ce qui se passe maintenant. Maintenant, Alpha Condé, c'est quoi? C'est pour vous dire que l'Occident, vous n'allez pas voir des choses simplement comme ça. Parce que Alpha Condé, même si vous dites qu'il a bougé, moi là où je ne suis pas vraiment, je pense que c'est un recul, c'est que je sais que Alpha Condé a mal fait. Vraiment, c'était une erreur politique. Ok, ça va. Maintenant, je termine. Termine. Maintenant, le problème qu'il y a du fait que ça commence à donner l'impression que ce sont les militaires maintenant qui commencent à reprendre pouvoir en Afrique. Vous savez, il n'y a pas une période où les Blancs, l'Occident a beaucoup gagné en Afrique, que les périodes où les militaires ont été au pouvoir. Donc tout, ils rendaient à l'Occident. On va revenir avec ces... Parce que déjà, comptez Mali, on va revenir à vous avec cette façon de voir. Je vous retire la parole. Yannick, vous avez suivi ici, monsieur l'historien a plus sur les doigts acquisateurs. Je comprends. C'est comme s'il ne veut pas comprendre que monsieur Alpha Condé a fait le bourrage d'Irne, monsieur Alpha Condé a instrumentalisé la justice, monsieur Alpha Condé a révisé à sa manière, selon sa guise, à sa propre guise, la Constitution. C'est comme si l'historien ne veut pas voir ça, mais il voit plus qu'il y a une main noire ex-guerre. Vous avez semblé aussi voir ça, mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème dans le chef de Alpha Condé? Merci beaucoup. Donc, si j'ai très bien compris votre question, vous vous demandez comment se fait-il que la population a jubilé face à ce coup d'État, mais du moment où il y a une main noire qui a causé tout ça. Bon, tandis que lui aussi, Alpha Condé a commis un peu, il a un peu, voilà, commis un peu de bavure, il a un peu aller un peu loin, en bafouant un peu les normes. Oui, il y a des gens en prison jusqu'aujourd'hui. Donc, tout ce que nous devons reconnaître, ça confirme encore mon argumentation, ce que je venais de dire tout à l'heure là. Il y a une main noire. Et la méthodologie, j'ai bien parlé de la méthodologie, la manière dont l'Occident procède pour écarter quelqu'un du pouvoir. Oui, il utilise, je vous ai bien dit, il utilise les membres du sillage. Peut-être un membre de la garde présidentielle, un ami intime, ainsi de suite. Et il attend les moments opportuns. Il attend les moments opportuns pour réaliser ce qu'il a, son projet. Pourquoi il attend les moments opportuns? Parce que lorsque l'acte sera établi, lorsque l'acte sera mis en pratique, tout le monde sera d'accord. Lorsque la population guinéenne jubile pour la déchéance de M. Alpha Condé, mais à huis clos, l'Occident dit voilà, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas voulu que je sois bafoué, je n'ai pas voulu qu'on ait une mauvaise image de l'Europe. Puisque vous allez voir, monsieur le journaliste, c'est d'abord les États-Unis qui avaient déclaré. Nous condamnons les coups d'État. L'Union européenne dit nous condamnons les coups d'État. L'Union africaine et surtout la CEDEAO, tout le monde a fait la même déclaration. Mais ça, ce ne sont que des déclarations. À huis clos, en bref, dans la politique secrète, on sait que la main noire, c'est l'Occident. Il a voulu écarter Alpha Condé. Pourquoi je dis il a voulu écarter Alpha Condé? Pour quelles raisons? Tout d'abord, bon, tenant compte des diplômes internes, oui, nous savons... Il a voulu écarter Alpha Condé, mais Alpha Condé, tout ce que lui a fait là, vous ne voyez pas ça. Mais voilà, bon, je sais là. Vous savez, la dictature, ou le régime dictatorial, autoritaire, pour l'Occident, ça n'a pas d'impact. Souvenez-vous des 42 ans de Dos Santos, souvenez-vous des 32 ans de Mobutu, souvenez-vous de Mugabe, souvenez-vous de tous ces dictateurs-là, tant qu'ils obéissaient aux normes,
occidentale, ils étaient là. Souvenez-vous de tous ces dirigeants africains qui étaient dictatoriaux, qui étaient autoritaires. Mais ils ont toujours bénéficié du soutien de l'Occident parce qu'ils avaient les mêmes intérêts. Mais du moment où leurs intérêts se sont divergés, ils ont été écartés facilement. Donc pour vous dire que la manière dont Alpha Condé a traité les Guinéens, ça n'a pas d'impact pour l'Occident. Mais c'est le plan interne aussi, nous déplorons parce que nous devons l'accepter. Lorsqu'il est venu en 2010, il a fait des mandats, donc il devait quitter, je crois, en 2018. Mais il a dit, on va changer la Constitution. Ils sont allés à référendum, ils ont changé la Constitution et il a brigué un 3e mandat en 2020. Conséquence, c'était la dictature. Il a commencé à régner par défi. Il n'y avait plus d'opposition, plus de société civile, plus de groupes de pression, tout a été effacé. Donc ce n'était que normal pour l'armée d'entamer ce coup d'État, puisqu'il n'y avait aucune force négative qui pourrait contrer Alpha Condé sur le plan interne, puisque même l'opposition a été fragilisée. On a emprisonné les membres de l'opposition, il n'y avait plus de société civile, plus de groupes de pression. Toutes ces forces résistances-là, ce sont ces forces-là qui créent la force du présenteur ou qui fait l'opposition dans un État. Mais ça n'existait plus. D'où la seule force pour écarter Alpha Condé du pouvoir, ce n'était que l'armée, puisque c'est elle qui était active, je pourrais dire. Deuxième point, Mamadi Doumbouya, il fut d'abord un légionnaire français. Il était formé en France. Il était venu en 2018, je crois, pour devenir le commandant du groupement spécial de la force présidentielle. Oui, il est là. Donc, ce monsieur-là, il était formé, on le connaissait très bien en France. Donc, il a été formé en France. Et lorsqu'il est venu, directement, on l'a mis commandant du groupement de forces spéciales. Mais Alpha lui-même, oui, voilà, c'est ça la force. C'est-à-dire qu'il avait confiance en lui. Très bien, c'est cette confiance-là, c'est aussi ça sa faiblesse. Puisque les Français, je vous dis, souvenez-vous, lorsqu'on a écarté Thomas Sankara, on a utilisé Houphouët-Boigny du Côte d'Ivoire, qui était un acolyte des Occidentaux, plus particulièrement des Français. Houphouët-Boigny a contacté directement Blaise Compaoré et Thomas Sankara a été limogé rapidement, le plus vite que possible, puisque le sien était dans les coups. C'est pareil avec Alpha Condé. On a utilisé la personne à qui il avait beaucoup plus confiance, c'est Mamadi Doumbouya, qui était venu de la France, qui était formé en France. Donc un pion il était formé en France, il était au Sénégal, il était. Bon, ça c'est la formation. On ne peut pas refuser un pion français. Je vous dis un pion français pour écarter Alpha Condé du pouvoir. Alors j'ai dit, on a utilisé l'opportunité. Pourquoi l'opportunité? On savait actuellement, avec le régime dictatorial qu'Alpha Condé a instauré, si on l'écartait du pouvoir, le peuple serait d'accord. Et c'est ça la réalité. Le peuple jubile. Ils disent que non, voilà, on a écarté le dictateur. Mais ils savaient, l'Occident s'est planifié les trucs. Ils savaient que du moment où Alpha Condé est dans le bon, si on l'écarte, ça va créer une vive tension. Patientons jusqu'à ce qu'on va constater une petite faille. Et la faille, c'est le régime dictatorial qui l'a imposé. Maintenant, vous voyez, il est écarté facilement et la population est d'accord. Mais vous allez dire que c'est la population qui a fait tout ça et l'armée qui... Non. C'est l'Occident qui a fait ça, mais il a utilisé les moments opportuns. Il savait actuellement, si on attaque, la population serait d'accord. Pourquoi? Parce que il a instauré un régime que la population n'aimait pas. Il emprisonne les opposants, il n'y a pas de groupe de pression. Donc la dictature, il a bafoué les normes démocratiques. Donc sur le plan interne, les Occidentaux ont utilisé beaucoup plus la situation interne du pays pour attaquer. Et ça a réussi. Maintenant, voyons voir avec les militaires, est-ce qu'ils vont continuer avec le militaire ou ils vont choisir un autre acolyte à qui ils serviront leurs intérêts. Puisque je vous assure, on va, lorsqu'on ira encore plus loin dans notre débat, je vais vous démontrer pourquoi il a été écarté. Ça veut dire qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous ne faites pas foi au nouveau venu qu'il peut travailler pour les Guinéens. C'est comme s'il est au service des autres. L'histoire nous apprend que la colonisation a changé de figure. On a utilisé d'autres astuces pour enfin nous coloniser encore. Il y avait un Nigérien, Tchevodi, qui avait dit ceci: ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes faibles, mais c'est parce que nous sommes dominés que nous sommes faibles. Aujourd'hui, l'Afrique, les États africains sont enclins à la colonisation européenne. Et cette colonisation, c'est sous trois faces. Il y a la colonisation politique. C'est difficile de choisir nous-mêmes, nous les Africains, nos propres dirigeants. Il y a la colonisation économique, nos matières premières. Mais Edgar, quand vous dites que c'est difficile de nous choisir nos propres dirigeants, mais on organise les élections, nous voyons les élections par-ci par-là. Les élections, on dit, ce sont des façades.
il y a des résultats qui sont tripatoués par nous-mêmes, les nationaux. Non, ça vous engage. Est-ce que vous voulez dire que toutes les élections qu'on organise ici sont toujours triquées? Par-ci, par-là, il y a quand même des élections qui sont organisées. Mais donner un point là où les élections se sont bien passées en Afrique. Donner un point. Mais les élections partout, il y a toujours des doutes. Même aux États-Unis, vous avez vu qu'il y a, toujours des gens qui doutent. Il y a même un adage qui dit que... Malgré cela, est-ce que vous allez dire que parce qu'il y a eu les doutes aux États-Unis, le peuple ne s'est pas choisi? Les élections ne sont pas une panacée, mais les élections, c'est une route qui peut amener un pays au développement. J'arrive. C'est comme si... Non, s'il vous plaît. C'est comme si vous sous-estimez les Africains. Non, on ne se sous-estime pas, mais nous voulons dire que lorsqu'on veut être indépendant, ce n'est pas facile. Surtout que la suprématie européenne veut être toujours dans l'actualité. C'est comme lorsque vous goûtez les miels pour la première fois. Je ne pense pas que vous allez dire que non, je laisse. Tellement que c'est sucré, vous allez toujours goûter. C'est ça l'Europe. L'Europe veut s'imposer. Et je vous donne une astuce qui est réelle. Aujourd'hui, la France, c'est le seul pays occidental qui a une bonne représentation en Afrique de l'Ouest. Et parmi les militaires qui sont engagés pour combattre au Mali, Niger, tout ça, ce sont des contingents français. Et vous croyez que les Français vont laisser cet espace africain-là à n'importe qui veut saccager? Non, parce que ce sont des intérêts. Alors, moi j'ai compris une chose, que la Guinée devient encore un deuxième allié pour permettre à la France plutôt d'avoir son hégémonie dans l'espace Afrique de l'Ouest. Parce que si vous voyez aujourd'hui le Mali, s'il n'y a pas un représentant militaire... Mamadi est l'ami de Hassani, celui qui venait de faire le coup d'État au Mali. Ils ont étudié ensemble. Ils ont des acquaintances. Ils ont des acquaintances. Et plus grave encore, ils sont de la même tribu. Ce sont des Malinques. Parce que les Malinques a comme origine le Mali. Comme a dit l'Empire du Mali. Les Malinques sont venus de là et se sont propagés partout en Afrique. Moi, je pense que c'est la France qui veut maintenant instaurer son hégémonie sur la région pour permettre à ceux qui puissent attaquer. Deuxième élément, le monsieur qu'on appelle Doumbouya. Doumbouya est spécialiste sur le terrorisme. C'est ça, sa formation. Il a fait ça. Toutes ces formations qu'il a reçues en Europe sur le terrorisme. Or, aujourd'hui, si vous regardez, c'est le terrorisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui bat son plein. Mais c'est non. Le terrorisme qui bat son plein, c'est ainsi qu'on a recouru à lui pour qu'il puisse mettre fin au terrorisme. Mais oui, c'est-à-dire c'est un intérêt. Parce que je voudrais que ça soit précisé de cette façon-là. Oui, c'est-à-dire on ne veut pas un chef politique, on veut plus un chef militaire. C'est comme chez nous, à l'Est. Gouverneur politique, oui, mais c'est celui qui connaît au moins les terrains, qui a la facilité de s'assiéger. Donc moi, je vois que l'hégémonie française veut mettre sa patte dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est question d'intérêt, c'est la domination. Et aujourd'hui, on voit passer par là, il y a des bataillons français qui sont installés dans des pays. Je vois, vous attaquez plus à la France, selon vos propres termes, mais nous avons suivi les communiqués de la France condamnant ce qui est arrivé. Et la France, la France a demandé à ce que qu'on puisse retourner à l'ordre constitutionnel. Kadhafi a été dictateur. Qu'on puisse bien garder Kadhafi le président. A été dictateur et Sarkozy disait ça tout comme ça. C'est un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut négocier. Mais à la longue, où en sommes-nous? L'histoire nous apprenait qu'il devenait un allié. Donc il y a certaines paroles politiques qu'on doit prendre avec beaucoup de prudence pour ne pas faire diversion auprès de la population. Donc moi je vois l'Afrique doit se réveiller, comme on dit en anglais, wake up. On doit se réveiller pour qu'une domination supplémentaire va encore nous retourner en arrière. Monsieur l'historien Simon Tsiloulou, l'Afrique doit se réveiller, c'est ce que dit Edgar. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a eu les États-Unis, il y a eu l'Union africaine, l'Union européenne, la CEDEAO, toutes ces organisations et tous ces pays ont condamné les coups d'État. Et ils demandent à ce qu'on puisse retourner à l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas une volonté de revenir sur la droite ligne
au lieu que vous leur faites des intentions, des suspicions. Lorsque Denis Sassou Nguesso a eu le pouvoir, la France, les États-Unis, contre Lissouba, il a chassé le président élu démocratiquement. Et il a pris le pouvoir. La France, tout ce que vous citez, ont condamné. Mais aujourd'hui, qui est le meilleur allié des Français? C'est celui que la France avait condamné. Donc, pour dire qu'il ne faut pas suivre ce que nous voyons de visage. En fait, il y a quoi? L'Occident, lorsqu'il vous trouve que vous devenez une personne qui menace leurs intérêts, on te piège. Voilà, Alpha Condé, il était un grand opposant. Il a pris le pouvoir et il a commencé à travailler pour le peuple. Et de tels présidents, lorsque le peuple commence à en train de vous censer maintenant, il croit en vous. L'Occident n'aime pas voir ça d'un bon oeil. Qu'est-ce qu'ils font? L'Occident n'aime pas voir un président aimé par son peuple. Oui, les Laurent Désiré Kabila en ont payé le prix. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une façon de penser comme il est aimé. L'Occident peut te pousser en erreur. On va te pousser à commettre des erreurs sur lesquelles eux vont s'appuyer pour essayer de vous, parce que le système déraciner, Tindika Tchakal, comme on dit à Lingala. Et c'est ce qu'il faut, parce que dès lors que tu commets ces habits, vous devenez leur esclave. Parce qu'à chaque fois que tu veux te révolter, on te fait brandir ce que tu as fait. À chaque fois que tu veux, et pour un éventuel coup d'État, ils peuvent le faire et te faire haïr. Vous devrez savoir que l'Occident n'était pas pour la classe vieillissante africaine. Parce que vous prenez un type comme Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'autre qui est là, Macron? Qu'est-ce qu'il peut apprendre? Quelqu'un qui a travaillé avec des Pompidou, quelqu'un qui a travaillé avec des grands présidents français, des grands philosophes présidents du monde. Qu'est-ce que l'autre ici, Macron, peut dire à Houphouët-Boigny? Les pays comme nous, les Mobutu là, des gens qui n'avaient pas peur de qui que ce soit, si vous les laissez au pouvoir, donc il y avait un moment, il faut faire les tabula rasa, prendre des gens malléables, ceux qui peuvent être malléables. Vous verrez que dans beaucoup de pays africains, on met au pouvoir quelqu'un qui a d'origine ou des souches douteuses. Pour que quand vous êtes là, c'est pour rendre service à ceux qui t'ont mis là-bas. Puisque si tu oses t'opposer, non, tu sais que là où tu es, les gens disent que tu n'es pas de ce pays, tu es de l'autre pays là. Si tu n'oses pas ouvrir ici, nous allons... Mais les Lissouba, pourquoi on l'a fait écarter? C'est à cause du pétrole du Pointe-Noire là. Il a trouvé qu'il fallait récupérer et donner aux Congolais. Et les Français, Total, allaient tomber. La société française ici, Total, allait tomber. Et on a fait... Donc tout ce que vous voyez là, ce sont des photos là. Les choses se font à l'intérieur. On profite, on te pousse parfois. Si on trouve que tu es très regardant et très aimé par ton peuple, il faut t'effacer. Ils vont te pousser en erreur. Nous sommes avec toi. Ici, nous avons vécu ici. Il y a la force là des Blancs. Comment on a appelé ça ici? Il y a une force là de l'Union européenne. IFOR. Qui est arrivé ici. C'est parce qu'il y avait des élections deuxième tour. Les indicateurs dans des machines de Blancs se montraient autrement. Et IFOR est arrivé ici avec des armes. C'était terrible. Parce qu'il fallait laisser le canon pour que quelques X ou Y échouent ou passent. Et c'est comme ça, vous avez vu, lorsque vous avez des faiblesses en vous, les Blancs vous appuient, vous allez là-bas au pouvoir. Et quand vous arrivez là-bas au pouvoir, ils vont te rendre malléable. Parce que tu vas commencer à rendre service. Et même celui, Mamadi, le colonel Mamadi, la position qu'il a, il est obligé de rendre service. La conséquence directe, c'est que la population ne va pas se retrouver d'ici peu. Donc d'ici peu, la population va perdre l'espoir. On va voir les conséquences d'un moment à l'autre. Mais ce que je voulais dire pour préciser, c'est que les coups d'État, moi je ne suis pas pour ce qu'avait fait Alpha Condé. Il avait mal agi, c'était une erreur
politique de sa part. Mais là où je ne suis pas contre, je ne suis pas d'avis que nous rentrons dans le pouvoir militaire. Imaginez l'Afrique. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à nous parler des droits de l'homme. Regardez comment nous avons intériorisé ce concept. Hier, il n'y en avait pas en Afrique. Droits de l'homme, on n'en parlait pas. La démocratie en Afrique, ça n'existait pas. Et ça ne peut pas réussir du coup. Mais petit à petit, il y a des termes qui viennent. Les droits de l'homme aujourd'hui, c'est respecté. On commence à parler liberté d'expression. On n'en avait pas. Il y a des décennies en Afrique. Mais regardez, à partir des années 90, 90 jusqu'à aujourd'hui, regardez la manière dont la liberté d'expression est vécue par les Africains et vécue dans des pays. Donc nous étions en train vraiment d'intérioriser la démocratie de manière plus rapide que l'Europe. L'Europe, pour intérioriser les notions de la démocratie, ils ont quitté de 1400. Rappelez-vous des Adolf Hitler, de Napoléon Bonaparte, tous ces gens-là qui n'avaient pour tribunal, qui avaient des tribunaux, qui n'avaient pour peine que la mort. Donc si vous, votre femme, refuse la demande du président ou de qui que ce soit, on le tire à votre présence, on demande à sa fille. La fille, il y avait des tribunaux comme ça, ce n'était pas facile pour qu'ils intériorisent les notions ou les valeurs de la démocratie. Mais chez nous, à partir de 90, regardez comment même un enfant peut te dire, un enfant aujourd'hui peut te dire, c'est le droit de l'homme, attention, je suis mineur. Il te rappelle, dans moins peu de temps, l'Afrique a fait valoir. C'est vrai que ce n'est pas parfait partout, mais du fait que, quand vous voyez déjà ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, pouvoir pacifique, vous allez en Zambie, où ça s'est passé récemment, en Zambie. Vous voyez pacifique, vous allez au Libéria, pacifique, nous venons de loin. Ça ne peut pas être parfait partout, mais déjà nous évoluons avec les systèmes que eux-mêmes ont eu du temps pour arriver là où ils sont, mais chez nous, ça part très vite. Et c'est une menace pour l'Occident lorsque nous intériorisons très rapidement les valeurs démocratiques, parce que c'est des siècles, mais nous, c'est même pas des années. Je comprends vous, vraiment, avec l'Occident. Bon, on vous comprend. Monsieur Yannick, le président, le colonel Mamadi, a dit qu'il a mis en place les conseils nationaux de rassemblement et de développement. Est-ce que vous croyez à ce que ce conseil va faire de façon que les Guinéens puissent se retrouver ou rentrer sur le chemin de la démocratie? Bon, on va voir déjà. Vous savez, lorsque même un civil comme Alpha Condé qui a promis la démocratie, qui a promis toutes ces promesses-là, qui a vraiment renchéri les peuples guinéens, mais n'a pas si observé tout ce qu'il a promis. Et à combien plus forte raison on peut se fier à un militaire. Donc on peut s'attendre à tout. Donc tout ce qu'il dit là, il a formé un comité national de rassemblement et de développement, oui, c'est une très bonne chose. Mais tout, comme je vous ai dit, tout dépend pas de... Bon, sur le plan interne et politiquement parlant, je prends tenant compte de la politique nationale, tout dépend de lui puisque c'est lui qui gouverne actuellement. Mais je vous dis, tenant compte de la politique internationale, tout ne dépend pas de lui. On saura si il va organiser une transition et organiser les élections le plus vite que possible. Il va organiser parce que nous avons suivi, on a libéré les prisonniers politiques, il a appelé les frères à se réunir pour essayer. Vous voyez que... Il fait des gestes quand même qui rassurent. Qui rassurent la population et la communauté internationale. Vous voyez que sa manière déjà de procéder prouve qu'il est déjà dicté quelque part. Ça a été un objectif qui est atteint. C'est écarter Alpha Condé du pouvoir. Donc lui, ce n'est qu'un instrument qui a été utilisé par l'Occident, plus particulièrement la France, pour écarter Alpha Condé du pouvoir et choisir quelqu'un à qui ils vont collaborer, surtout sur les plans économiques. Mais lui-même, mais lui-même, le colonel Mamadi, il n'accepte pas qu'il a fait un coup d'État. Si je me rappelle, vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit que les gestes que nous posons aujourd'hui n'est pas un coup d'État, mais une action inaugurale permettant de créer les conditions d'un état de droit. Bon, écoutez, chacun a sa manière de créer ou de dire la dénomination de son acte. Mais tout ce que nous savons, le coup d'État, c'est la prise du pouvoir par la force. Mais je vous dis ceci, même lui-même, Alpha Condé... Il a créé les conditions pour l'état de droit. Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a brigué les 2 mandats, et il dit, je modifie, je révise la Constitution. Mais on lui dit, mais tu pars au 3e mandat.
c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je ne parle pas au troisième mandat. J'entame un premier mandat républicain. C'est-à-dire, je commence maintenant un nouveau mandat parce que je viens de réviser la Constitution. Mais nous tous, nous savons que c'est un troisième mandat. Donc chacun a sa manière de dire ça, c'est selon lui. Donc si selon lui, ce n'est pas un coup d'État, ça n'engage que lui. Même quelqu'un peut dire il a avorté. On dit avortement. Mais lui dit non, ce n'est pas avortement. C'est interruption volontaire de la croissance de la grossesse. Vous voyez, il utilise le mot. Donc selon lui, c'est l'interruption de la grossesse. Mais nous, nous savons que c'est l'avortement. Donc pour lui, il croit que ce n'est pas un coup d'État, mais nous tous, nous savons que c'est un coup d'État. Donc c'est un faux débat. Mais voyons voir comme il a déjà commencé à libérer les prisonniers, c'est une très bonne chose. Mais lui aussi, il craint ce que Yahya Jammeh, ce qui est arrivé à Yahya Jammeh. Souvenons-nous de Yahya Jammeh, il a accepté les élections, qu'il a quitté le pouvoir, mais par après, il est revenu, non, je n'ai pas quitté le pouvoir et je suis là. Il y avait une force au niveau de la CEDEAO, une force sous-régionale pour bouter Yahya Jammeh. Aujourd'hui, je crois qu'il est toujours au Guinée équatoriale, je crois. Ils ont signé un accord avec l'actuel président, ils ont fait la coalition maintenant. Ils ont fait juste pour... Il y a 2 jours comme ça. Bon, juste, s'il a fait ça, c'est juste pour apaiser la tension. Puisque vous savez, le gouvernement d'union nationale, c'est pour mettre tout le monde... C'est un gouvernement inclusif, hein? C'est pour mettre tout le monde d'accord et chercher comment on peut développer l'État. Mais ce qui est vrai, s'il continue comme ça, s'il persiste, moi je crois, la CEDEAO peut encore refaire encore cette force-là au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest pour bouter ces dictateurs, disons, ces putschistes dehors, au cas où ils ne respectaient pas ce qu'il a dit. Ok, parce que les différentes organisations sous-régionales, CEDEAO, Union africaine, ils condamnent ça. Est-ce que ces organisations ne peuvent-elles pas faire comme on avait fait pour Yahya Jammeh et pour chasser Mamadi? Voilà, les faits sociaux sont différents. Sont différents et la situation de chaque pays ne peut pas se faire de la même manière que les autres. Ça, c'est le premier point à savoir. Parce que tout le monde condamne. Oui, ça, c'est le premier point. Et on lui demande du retour à la Constitution. Ça c'est le premier point à comprendre. Le deuxième point, il faut voir aussi l'intensité des griefs qu'on a condamné chaque dirigeant. Et notre président qui venait d'être évincé, Alpha Condé, son peuple d'abord a été le premier acteur à lui dire, monsieur, vous avez fait du mal, même si ces peuples-là n'étaient pas majoritaires. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient qu'il faut avoir 90% des personnes qui pleurent pour dire que Yotoligno les soutient. Non. Même les 10%, les 5%, il faut toujours tenir compte de cela. Et ça fait du bien lorsque un président tient aussi compte des revendications de ces petits peuples-là, la minorité-là. Mais il y a des histoires que nous devons savoir que la situation de la Guinée va retourner notre continent en arrière. Parce que l'Afrique va encore... On va arriver à l'avenir, parce que nous allons en parler. Oui. Ok. Oui. Nous allons arriver pour savoir de tout ce qui se passe. On va clôturer par là. Quel est l'avenir maintenant de l'Afrique? Mais présentement, je pose la question de savoir qu'avec parce que toutes les organisations condamnent ça. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire comme on a fait avec Yahya Jammeh pour que Mamadi puisse se laisser rentre à l'ordre constitutionnel qui est en train d'être réclamé? Les organisations africaines, CEDEAO et les autres, j'en passe, ce sont des organisations, c'est un conglomérat des chefs d'État africains. Ils se réunissent pour partager des intérêts. Mais il n'y a pas quelqu'un qui donne des injonctions. Et si peut-être ils se retrouvent devant un homme fort ou un homme avec qui la population, il y a un lien fort, je crois que les décisions de la CEDEAO, ainsi de suite. Je me rappelle le jour où il y avait les cas il était le président en exercice, le président Kagame. Il voulait aussi s'immiscer dans l'affaire congolaise. Mais lorsque les Congolais ont dit il n'y a pas de troisième mandat, nous allons partir comme ça. Donc nous, on va changer de figure. Et Kagame s'était retiré. Or, à l'époque, il était le numéro 1, l'exécutif numéro 1 du continent africain. Donc je crois que c'est bien beau d'avoir des organisations régionales pour apaiser un peu les tensions et pour créer des liens d'amitié, de coopération. Mais si l'effet est bien dit, je crois que ça sera difficile pour que même les... Ok, mais Saint-Lolo,
vu tout ça, vous avez parlé des conséquences de ce qui vient de se passer en Guinée. Ces conséquences par rapport maintenant à l'avenir de l'Afrique, comment vous voyez? Oui, c'est un recul parce que, pourquoi je dis recul? J'étais en train de dire que l'Afrique, le temps qu'elle a pour intérioriser les valeurs démocratiques, la démocratie, c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ont écrit que la démocratie aurait pour origine l'Afrique avant qu'elle ne s'exile vers la Grèce. Parce que dans la façon d'agir des Africains, quand on dit, par exemple, dans les palabres, quand ils disaient Mfumu, Mfumu, Nganga, Nganga, donc il y avait deux pouvoirs, un qui était le pouvoir religieux qui s'opposait Mfumu, Mfumu, Nganga, Nganga, Banabatele, Banabasekole. Veut dire quand les uns disent, les autres comptent. Et dans chaque palabre, avant de commencer, c'était des cris qu'on lançait. Nganga, Nganga, Banabatele. Quand les uns disent, les autres contredisent, et vous cherchez les milliers. Mais avec la perte, la modernisation, la démocratie est venue en Afrique après les périodes des plus grands dictateurs. Je crois que lui l'a signalé. Il y a des gens qui ont fait de 42 ans, de 46 ans. Les Denis, je ne sais pas, il est déjà dans les quarantaines. L'Edouard de 39 ans, les Mobutu de 32 ans. Et toute cette classe-là, qui était en train d'être les Mongabé, depuis 80 jusqu'à l'année où il est décédé. Vous voyez, il y a maintenant, depuis nos 90, où la pensée démocratique a commencé à hanter l'Afrique, on a commencé à sentir maintenant. Parce que Mobutu militaire, Mugabe, les Kadhafi militaires, tous ces gens-là qui étaient des militaires, ont fini et c'est la période où on a commencé à choisir les dirigeants. Je dis que tout ne peut pas être parfait parce que nous devons avoir le temps. Mais ce qui est vrai, la vitesse de l'Afrique pour atteindre les valeurs imbibées, les valeurs démocratiques, elle est plus exponentielle que la vitesse qu'a connue l'Europe pour atteindre. Maintenant, la conséquence, c'est que tout ce que nous sommes en train de faire petit à petit, les conséquences, nous les retrouvons aujourd'hui, même si sur les 53 pays, on peut déjà trouver 4, 5 qui va, ou 6, 7, 10 même, qui incarnent déjà presque la démocratie. C'est que nous progressons par rapport au temps. Maintenant, est-ce que, faudrait-il, ce que je crains sur Mamadi, c'est que j'ai l'impression comme si l'Afrique veut rentrer dans l'ancien système de militaires au pouvoir. Or, les militaires au pouvoir, conséquence directe, un militaire au pouvoir, ne pensez plus au mandat. N'allez pas lui rappeler le mandat. Un militaire au pouvoir, n'allez pas le critiquer à la télévision, insulter comme on le fait à Félix ici. Vous allez perdre la vie, vous n'allez pas quitter la chaîne. Liberté d'expression, un militaire ne connaît pas ça. Les droits de l'homme, n'allez pas lui parler de ça. Lui accepte de mourir au pouvoir. Donc même s'il faut le tuer, vous le tuez au pouvoir. Alors la conséquence, c'est que l'Afrique risque de reculer. L'Afrique risque de reculer. Si nous ne décourageons pas la politique de l'État militaire. Yannick, conséquences, et puis comment vous voyez l'avenir de l'Afrique? Ok, vous savez, tout ce qui se passe en Afrique, ou tout ce qui s'est passé tout d'abord en Guinée, n'est que une fois de plus une preuve qui prouve que nous subissons un néocolonialisme, puisque je vous rappelle déjà à l'époque, il suffit seulement d'être d'un parti, d'un clivage idéologique, soit capitaliste ou communiste, pour bénéficier d'une aide économique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les États-Unis n'ont pas besoin que tu sois communiste ou capitaliste, puisque cette guerre-là a déjà pris fin. On vit maintenant à l'époque de l'unipolarité et de l'hyperpuissance américaine. Aujourd'hui, pour bénéficier de l'aide économique occidentale, il faut obéir à leurs exigences. Laisser leurs firmes multinationales être imposées chez nous et laisser-les travailler. Et même lorsque vous allez sur le marché international, c'est eux qui imposent le prix, même les prix des biens et de nos biens et produits africains. Donc vous voyez déjà qu'on subit actuellement une nouvelle colonisation qui est une colonisation économique
et aussi politique, comme mon vieux a dit, puisqu'on impose aussi les dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique? Oui, l'Afrique a l'espoir. Mais je sais qu'actuellement, c'est un peu difficile de le faire, mais ce n'est pas impossible. Tout ce que nous devons faire actuellement pour les Africains, c'est d'abord, l'unité et l'amour. Monsieur le journaliste, l'Occident ne viendra pas vous tuer, lui. Il ne quittera pas la France, la Belgique, les États-Unis pour venir vous tuer physiquement comme ça. C'est pratiquement impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise seulement ton frère à toi. Si vous êtes le président, il va utiliser moi, ton directeur de cabinet, moi, ton garde-corps spécial pour te tuer. Le manque d'amour-là, cette faiblesse-là, l'Occident sait que les Africains ne s'aiment pas. Si je crée la division, je vais les avoir facilement. C'est pour ça qu'il utilise un frère pour tuer l'autre frère. Mais si on est unis, il y a l'amour, l'Occident vient, il t'utilise pour tuer ton frère. Tu refuses, je dis non, je ne tue pas mon frère. Et tu avertis ton frère, on veut me tuer parce que l'Occident veut qu'il puisse bénéficier de nous. Ça va encore créer quelque chose. C'est-à-dire l'unité et l'amour. Deuxième point, j'arrive, M. Jatteri. Deuxième point, à part l'unité et l'amour, cherchons à collaborer par nous-mêmes, puisque vous savez aujourd'hui, l'Afrique a une économie extravertie. L'économie extravertie veut dire tourner vers l'extérieur. On produit pour vendre à l'Occident, on produit pour vendre ailleurs. Et qu'est-ce que nous produisons? Un produit semi-fini, je rappelle, un produit semi-fini, c'est un produit qui n'est pas fini, c'est-à-dire on transforme des produits bruts à un produit semi-fini, un produit c'est-à-dire en lingot, c'est-à-dire ou en barre, mais on va un produit semi-fini à l'étranger, et l'étranger c'est lui qui transforme le produit jusqu'en produit fini et nous le revend. Donc on est en train de subir, même si le plan de l'industrialisation, on n'a pas une industrialisation de pointe. Donc nous devons maintenant collaborer entre nous, chercher, c'est ce que nous avons appelé l'intégration, chercher à nous intégrer entre nous, à vendre nos produits tout d'abord entre nous, à créer des industries pour vendre chez nous, et en faisant cela, nous allons nous développer, puisque si nous attendons l'aide de l'Occident pour merci Yannick. Monsieur Edgar, la situation qui se passe en Guinée face à l'avenir de l'Afrique. Les conséquences sont vraiment désastreuses. Et la première conséquence, c'est d'abord l'infantilisation du continent africain. L'Africain devient encore enfant petit, quelqu'un qu'on doit faire marcher, ainsi de suite, par la domination européenne. Vous savez, il y a un chimiste américain, Einstein, qui disait que le monde n'évolue pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui voient le mal et ne disent rien. Donc nous sommes là maintenant pour dire que ça ne va pas. Nous devons nous lever, nous les Africains, dire haut à tous ceux que les Blancs ou les Occidentaux mettent les pots de banane pour nous les Africains, pour que nous puissions glisser. Mais il y a aussi le problème aussi de la population. Dans tout ça, c'est la population qui en pâtisse. Regardez, aujourd'hui, on dit un nouveau président en Guinée. Mais on va refaire des choses. Ça va tourner au ralenti. Qui n'avance pas, recule. C'est comme un enfant cochon-coré. C'est-à-dire, il mange très bien, mais il ne grandit pas. Donc nous voulons grandir aussi pour permettre aussi d'aller de l'avant. Je vais terminer par là en donnant un exemple criant. Il y avait le massacre au Rwanda. Mais les Rwandais ont dit non, nous ne pouvons pas créer un tribunal international pour juger nos frères. Non, ils ont créé un tribunal propre à eux, on appelle ça le tribunal de Gachacha. Les internautes peuvent vérifier. Les tribunaux de Gachacha, on a dit ceci. On a fait des fautes, on a fait des bavures entre nos frères. Venons ensemble tout autour d'un arbre. Donnons-nous la main, excusons-nous pour que la paix puisse régner. Au lieu d'accuser l'un ou l'autre, pour que les Blancs aussi puissent en profiter. Il y a eu beaucoup de tribunaux aujourd'hui, même dans le monde, les tribunaux pour le Kosovo, ainsi de suite. Donc nous voulons que l'Afrique, pour devenir encore autonome, nous devons nous connaître nous-mêmes. Comme a dit Socrate, connais-toi toi-même. Ok, merci, connais-toi toi-même. Et nous allons maintenant chuter. Nous avons parlé plus d'une heure déjà par rapport à cette situation qui se passe en Guinée-Conakry. Nous avons vu les faits, les causes, les conséquences, même ceci, cela. En conclusion, Simon Tsiloulou, de ce que nous avons parlé, de ce qui se passe en Guinée, qu'est-ce que nous pouvons tirer? L'Afrique doit éviter le retour au pouvoir des militaires. Et ceux qui sont au pouvoir doivent éviter l'excès des ailes pour se faire valoir. Parce que si l'Occident nous a colonisés,
parce qu'il nous a trouvés colonisables. Si l'Occident nous domine, parce qu'ils nous trouvent dominables. En Asie, ils ont scié les échecs là-bas, parce qu'ils ont trouvé que c'était impossible. Donc il fallait en Afrique, à l'interne, que nous ayons des mesures, que nous puissions avoir des systèmes de fraternité, une fraternité sincère entre nous. L'Afrique, entre nous, doit avoir une monnaie unique. Pour avoir une politique unique, il faut avoir une monnaie unique de peur que vous ne soyez pas extravertis. Et l'Afrique doit s'aimer. L'Afrique, les dirigeants africains doivent savoir qu'ils ont été dans le peuple avant qu'ils ne soient au sommet, et de pouvoir résoudre les problèmes du peuple. Entre nous, si nous barrons la route, vous verrez, la domination va partir et nous travaillerons pour nous-mêmes. La politique de rendre compte des opérations retour avec l'Occident, tant que nous n'allons pas cesser ça, l'Occident nous exploite. Imaginez Mobutu a pleuré. Il a dit 1 litre de pétrole se vend 10 fois moins cher qu'un litre d'eau minérale. L'eau là qu'on met dans des bouteilles. Vous imaginez un peu ça? Donc l'Afrique, si nous resterons dépendants, nous allons échouer. Donc pour la Guinée, je pense qu'il faut que les Mamadis retournent à la raison, c'est-à-dire rentrer au pouvoir, à l'ordre institutionnel. Parce que s'il reste là, cette faiblesse, c'est ce qu'on va utiliser pour le vincer encore. Ok, merci. Yannick, votre conclusion? Comme conclusion, pour les peuples africains, soyons unis, soyons et l'amour de l'un de l'autre pour que l'Occident ne puisse pas utiliser l'un au profit de l'autre, puisque c'est même celui qui a été déchu du pouvoir ou celui qui a pris du pouvoir, personne n'a gagné. Celui qui a remporté la victoire, c'est l'Occident, parce que ses intérêts sont toujours pérennisés et ses intérêts sont toujours garantis. Pour les dirigeants africains, je vous assure, ne donnez pas la raison aux Occidentaux de vous écarter. C'est vous-même qui donnez la raison aux Occidentaux de vous écarter par votre manière de faire les choses. Nous avons vu comment Alpha Condé a commencé à régner. Il était démocrate, mais à la fin, il a changé de casque. À la fin, il a, disons, opté pour un régime dictatorial. Et ça a donné une raison aux Occidentaux pour l'écarter, pour une raison que les autres ne connaissent pas, mais une raison purement économique. Alors ne donnez pas raison ou ne donnez pas raison aux Occidentaux de vous attaquer ou de vous écarter du pouvoir par votre propre manière même de faire les choses. Ça sera une erreur de votre part. Voilà. Ok. Votre conclusion, M. Edgar? Voilà, une Afrique sans l'esprit panafricaniste, je crois, c'est un fait de paille. C'est-à-dire, ça ne va pas dire. Donc, nous voulons que nos enfants, nos frères, nos dirigeants puissent aussi se réveiller avec cet esprit panafricaniste-là, quand il croit même comment, le Moumba, ainsi de suite, pour bouter hors d'état de nuire tout ce qui arrive à nous mettre les pots de bananes. C'est comme un adage qui dit « personne qui tire le miel sans pour autant goûter à ses doigts ». Donc, les Européens sont là pour mener des enquêtes pour leur bien, mais je ne crois pas que c'est pour les biens des Africains. Merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière. Nous voici à la fin de notre émission. Nous disons merci pour votre attention soutenue. Mais ici, je commence à remercier mes invités de ce soir parce que nous avons parlé de la situation qui se passe en Guinée-Conakry. Vous avez suivi les faits, comment ça se déroule, les causes. Nous avons parlé des conséquences et nous avons essayé de réfléchir quel sera l'avenir de l'Afrique par rapport à ces retours en force des coups d'État armés. Voilà ce que nous avons analysé. Face à moi, il y a eu 3 personnalités que vous avez pu connaître. Nous avons eu Sans Alomande Edgar. Merci beaucoup, Edgar. Je vous remercie. Lui, vous le connaissez. Il est rédacteur ici à Ma Bannière télévision comme radio. Et il est enseignant dans les universités. Il est aussi chercheur et surtout, il est sociologue. C'est à ce titre de sociologue que nous l'avons invité ce soir. Merci. Merci beaucoup, Simon Tsiloulou, bien connu, mais aujourd'hui, nous l'avons reçu ici comme historien.
Simon Tsiloulou, merci beaucoup de votre contribution. Oui, merci aussi. Je pense qu'il faut commencer à faire ce genre d'émissions qui ne sont pas superficielles. Donc ça demande une profondeur et une connaissance très avancée sur les actualités. Ça, c'est un coup de chapeau que nous vous donnons. Et quand il y a un problème africain, tout ça, chercher des racines sur le plan africain, sur le plan national, je crois qu'on va commencer à vivre de très beaux moments ici. Pas de problème. Ma bannière télévision comme ma bannière FM, nous sommes là pour ça. Hein? Nous sommes là, nous avons un personnel à la hauteur de cette tâche que vous sollicitez et nous le faisons déjà. Merci beaucoup. Nous avons été aussi avec notre frère Yannick Sabou, qui est aussi enseignant. Il donne cours dans les différentes universités qui sont dans la ville de Matadi. Lui, il est internationaliste. Merci beaucoup, Sabou. Oui, ça a été un réel plaisir de participer une fois de plus dans votre émission Plateau Spécial. Merci. Ok, merci. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés à ce que vous puissiez nous suivre dans vos résidences partout. Vous nous suivez en ce moment. Ici, nous pensons à Jefté Balumbu, nous pensons à Hervé Mena et aussi à Clovis Solo qui ont assuré la partie technique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière. Au revoir et à la prochaine pour un autre numéro, s'il y a aussi un autre événement. Ciao.